qu'on propose là, c'est de faire un peu une mini-conférence sur le b.a.-ba du réemploi. Et je crois que la diapo d'après, c'est qui on est. Donc moi, je suis toujours Franz Lagneau de Noria. Je me suis présenté tout à l'heure, donc je vais faire vite. Et Yoran Lecroix, moi je suis chargé de mission économie circulaire au sein de Rennes Métropole, donc je m'occupe particulièrement de la filière du BTP. Sur le volet, l'idée c'est de faire un peu un retour d'expérience sur comment nous on essaie de se lancer dans des démarches de réemploi sur nos chantiers où on est en maîtrise d'ouvrage en interne. Et du coup, ce qu'on propose, c'est un temps, on va du coup être en alternance pour vous présenter un certain nombre d'éléments. Vraiment, on est sur les b.a.-ba, on pose un peu des bases. L'idée là, c'est d'avoir une petite présentation d'une demi-heure pour après laisser une demi-heure d'échange entre nous aussi, voilà, de questions plus précises. Donc on vous propose ce programme rapide, donc de refaire un petit point déjà sur le vocabulaire du réemploi, tout ce qui est chaîne de valeur, les bases aussi en ce qui concerne le diagnostic PEMD, et donc comment un diagnostic PEMD peut être la première marche d'une démarche de réemploi. Ensuite, quelques billes pour essayer d'identifier les chantiers qui sont propices pour mettre en place une démarche de réemploi. Enfin, comment se faire accompagner, parce que c'est quand même bien souvent, pour commencer, la meilleure solution pour que ça marche. Et puis, comme j'ai dit, retour d'expérience sur nous, comment on l'a mis en œuvre, avec deux exemples, un petit chantier et plutôt un gros chantier, avec quelques ordres de grandeur aussi de combien ça coûte, en tout cas l'accompagnement pour faire du réemploi, combien ça peut coûter. Et enfin, on terminera sur des petits éléments sur une fois qu'on a fait, comment on fait un bilan et comment on valorise ça et pourquoi c'est important de le faire aussi. Sur le petit rappel sur le vocabulaire, donc il y a plusieurs notions qui se distinguent. Des fois, on emploie un peu le même terme pour dire deux choses différentes. Donc réemploi, réutilisation, recyclage. Réemploi, on va vraiment parler d'un matériau qui va être utilisé, on n'a plus l'utilité, qui va être utilisé pour un usage identique. Donc c'est le cas de la porte qu'on va réutiliser en tant que porte. Sur la réutilisation, on va être du coup sur un usage détourné de cette même porte. Donc on va servir par exemple en tant que table, en plancher ou faire des cloisons. Alors que le recyclage, on va bien venir broyer la matière pour récupérer la matière du bois et en faire un panneau, que ce soit de l'OSB ou du médium par exemple. Ensuite, sur les modalités de faire du réemploi, souvent on va parler de réemploi in situ ou de réemploi ex situ. Ça va dépendre en fait des conditions du projet. Quand on va parler de réemploi in situ, c'est qu'on va récupérer, plutôt on va être sur de la réhabilitation, on va récupérer des matériaux qui sont sur site pour les réutiliser sur le même site. D'autres modalités de faire du réemploi, ça va être passé en réemploi ex situ. Donc soit c'est parce qu'on a des matériaux qu'on veut faire sortir de notre projet, donc ça va être un moyen d'alimenter d'autres chantiers ou les filières du réemploi, des ressourceries, des filières de reconditionnement, des filières qui sont plus structurées. Ou alors c'est un moyen aussi quand on veut, que ce soit sur du neuf ou même sur on n'a pas tous les matériaux en stock en tout cas dont on a besoin, on va faire appel à ces mêmes filières, donc là on va être sur du réemploi ex situ entrant. Et du coup, l'intégration du réemploi des matériaux, il vient un peu transformer la chaîne de valeur. En tout cas, grosso modo, il y a de nouvelles étapes, de nouveaux acteurs qui apparaissent sur le chantier. Là, c'est une synthèse de la chaîne de valeur, et cette chaîne de valeur, elle s'organise aussi de manière différente si, en fonction, est-ce qu'on parle de juste une déconstruction du coup avec des matériaux sortants, comme ça a été évoqué, est-ce qu'on parle de réemploi in situ, ex situ, etc. Donc là, c'est une synthèse, mais ça nous permet d'avoir un peu une compréhension assez claire. Donc la première étape, le commanditaire, la maîtrise d'ouvrage, voilà, qui commande un projet avec du réemploi. Aujourd'hui, l'étape nécessaire de l'accompagnement, en tout cas, c'est difficile de faire l'économie d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour pouvoir faire un chantier de réemploi et en tout cas de parvenir à nos ambitions, sauf si en interne on a les compétences suffisantes, ce qui est extrêmement rare actuellement. Ensuite, la nécessité de diagnostiquer dans le bâtiment les matériaux qui vont faire l'objet d'un réemploi, à travers le diagnostic PEMD, s'il est bien réalisé et que le prestataire qui réalise le diagnostic PEMD respecte bien la législation, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, et
on rencontre des mauvais diagnostics PEMD sur le marché qui complexifient le réemploi, ou alors l'étude ressources, inventaire ressources également, qui vient faire une focale sur le réemploi. La conception, comment la maîtrise d'œuvre, qu'elle soit architecte, bureau d'études, intègre le sujet réemploi en phase conception. Et puis là, l'acte de dépose, donc là le matériau, on le touche enfin, et on le sort du bâtiment, ou en tout cas on l'enlève de là où il est, et l'enjeu c'est une dépose propre, soignée, donc c'est pour ça qu'on appelle ça la dépose préservante. Ensuite il y a l'étape de collecte, conditionnement collecte pour le transport en fonction de sa destination. L'étape de préparation réemploi. La préparation réemploi, c'est un peu un curseur qui est plus ou moins importante en fonction des attentes sur le matériau. Ça peut être juste un coup de chiffon jusqu'à un reconditionnement complet en usine où on va changer des éléments, découper une pièce, changer des pièces. Voilà, c'est la préparation réemploi et qui intègre le reconditionnement. La revente et puis la repose de l'élément de réemploi. Et il y a le terme de maintenir. Pourquoi maintenir? Parce qu'il y a aussi le sujet de la maintenance. Faire de la maintenance de son bâtiment et des matériaux et des équipements qui composent le bâtiment, c'est aussi faire du réemploi parce que c'est allonger la durée de vie des équipements et du bâtiment. Et donc ça suit un peu les mêmes logiques. Et de manière transversale à toutes ces étapes, on a les étapes de stockage qui peuvent être nécessaires, mais on a aussi tout l'enjeu du contrôle et certification, comme ça a été évoqué précédemment avec la QC sur le sujet assurantiel, comment on redonne une garantie à l'élément. Et ça commence à partir de la phase diagnostique, et comment on produit un certain nombre de preuves qui sont nécessaires en fonction des attentes de qualification. Et puis, de manière totalement transversale aussi, c'est la communication et sensibilisation. En gros, on s'est rendu compte en étudiant et en interrogeant les acteurs du réemploi depuis quelques années que le réemploi nécessite de davantage échanger sur les chantiers. Davantage aller chercher aussi les expertises que d'habitude on ne va pas chercher. Par exemple, dans le cadre d'un schéma de validation de l'intégration d'un matériau qui va être posé par l'entreprise, l'entreprise, on va aussi la consulter. On va lui demander si elle est OK pour poser ce matériau. Donc on va aller chercher son expertise, qui est une approche qui n'est pas si courante que ça sur les projets. Et donc là, on vient aussi devoir davantage échanger et communiquer. Pour revenir sur le diagnostic PEMD, donc produits, équipements, matériaux, déchets, donc c'est un diagnostic qui est obligatoire depuis 2023 et qui s'applique à l'ensemble des bâtiments, qui est obligatoire pour les bâtiments de plus de 1000 m², ce qui n'empêche pas de faire sur des bâtiments de taille inférieure. Donc on avait Toulouse qui intervenait précédemment, par exemple, eux, dans le cadre de leur projet, ils essaient de l'appliquer pour tout bâtiment supérieur à 200 m², donc de massifier les diagnostics aussi. Et donc c'est pour des chantiers de déconstruction ou de rénovation significative, donc plus de 2 éléments structurants du projet. Les prérequis pour faire un diagnostic, c'est d'avoir un maximum d'informations sur le bâtiment et ce qu'il a vécu, donc que ce soit des plans, des métrés, un historique de travaux. Avoir le diagnostic amiante et plomb aussi en amont du diagnostic PEMD, c'est essentiel, enfin en tout cas c'est préconisé pour justement de pouvoir tout de suite identifier qu'est-ce qui va être réemployable, parce que typiquement ces pollutions peuvent empêcher le réemploi de matériaux. Et donc oui, un maximum d'informations, donc si vous avez des DOE, des fiches techniques sur les produits, tout ce qui est à votre disposition, ça va contribuer à avoir un diagnostic PEMD qui est robuste. Plus on connaît la finesse des éléments, plus on va savoir si on peut ou pas les réemployer, et si oui, dans quelles conditions. À la fin du PEMD, le bureau d'études qui va le réaliser va produire des livrables, donc un CERFA, un rapport de diagnostic, avec une partie sur le recyclage, mais aussi du coup sur le réemploi, et une fiche ressources des diagnostics filières. Comme l'a dit Franz, il y a le PMD réglementaire et le PMD qui va être vraiment favorable au réemploi. Je vous invite il y a le SPREC, le syndicat pour le réemploi et... Il y a le syndicat du réemploi. Le syndicat du réemploi. Qui a produit une fiche sur qui eux considèrent en tout cas être un bon PEMD, parce qu'on a pas mal de
on revient sur le vocabulaire, mais entre le PEMD, le diagnostic ressources, tout le monde met pas forcément la même chose derrière. Et nous, en tout cas, notre position, c'est de se dire qu'un diagnostic PEMD doit avoir vraiment une partie réemploi, doit avoir l'ensemble des fiches matériaux, du recensement des filières et des acteurs, et que c'est pour ça que c'est essentiel d'avoir des acteurs locaux aussi qui connaissent le territoire et éviter potentiellement des gros bureaux d'études qui ne sont pas spécialisés qui font pas que du réemploi en tout cas, mais qui font plein d'autres activités, qui se mettent à faire du PEMD, où on voit des PEMD qui sont peu exploitables derrière pour faire du réemploi. Donc le diagnostic doit être effectué dès la phase programmation. Le plus tôt c'est le mieux, ça s'applique à l'ensemble du réemploi, mais plus on anticipe les choses, plus on va être à même de maximiser le réemploi. Donc le diagnostic purement réglementaire est insuffisant, et donc pour maximiser le réemploi, il faut inclure une partie ressources qui permet d'identifier quoi réemployer, comment et à quel coût. Et enfin, un diagnostic non exploité est une perte d'opportunité. Donc c'est pour ça qu'on doit l'avoir dès la phase programmation, c'est que ce diagnostic il va venir alimenter aussi la conception, les DCE pour recruter une maîtrise d'œuvre ou pour recruter les équipes travaux en phase chantier. C'est toi ça, hein? Ouais. Donc, identifier un chantier propice. Ça c'est une question qui revient souvent, c'est dans quelles conditions on peut faire du réemploi. Il y a ce guide qui vient de sortir au mois de septembre, qui a été fait par le réseau Secundo, qui propose ce tableau que je trouve très bien fait, qui donne un peu les éléments en fonction de la taille des chantiers et de leur ampleur. Donc, on voit que dès que, par exemple, on va construire sur du neuf et qu'on veut avoir intégrer du réemploi sur du neuf, tout de suite ça va demander des gros projets. Un petit projet neuf, c'est clairement pas propice parce qu'on va avoir des gros surcoûts, notamment liés aux études et tout, qui vont pas forcément être absorbés aussi à l'échelle du coût global du projet. Donc pour se lancer, c'est pas forcément la bonne idée. A contrario, des petits chantiers avec des budgets modérés peuvent être propices parce qu'on va avoir des petites choses assez simples à faire en se reposant sur des filières qui sont déjà structurées. Sur le second œuvre, ça va être des sanitaires, des cloisons de bois, des formats. Bon, je vais témoigner, faire un retour d'expérience, mais nous en tout cas, on le teste sur des petits chantiers, sur des locaux réemploi en déchetterie, et on voit que ça se passe très bien. Et puis après, il y a les gros projets d'ampleur. On a l'exemple, nous, sur le territoire du bâtiment 78, je sais pas s'il y a Sébastien qui est derrière, où là c'est un gros bâtiment industriel, plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, et où là on a une quantité aussi, un gisement qui est très conséquent. Et donc là, ça nécessite quand même, on parlait du budget, donc on est quand même sur un budget aussi conséquent, mais c'est aussi propice parce qu'il y a de la matière à faire et il y a plein de choses à engager. Enfin, il y a le volet patrimonial qui peut être aussi une approche intéressante, notamment sur des petits projets le réemploi peut donner encore plus de corps à une démarche patrimoniale. Et fait depuis longtemps sur les bâtiments patrimoniaux, mais donc ça peut être un des leviers à pousser. Je sais pas si tu veux ajouter des choses. C'est quoi l'organisation qui a fait ce guide? Secundo, et c'est une émergence de la Poste Immobilier. Ouais, c'est une initiative de la Poste Immo on connaît la Poste, mais en fait on connaît mal la Poste Immo qui est un gestionnaire d'actifs immobiliers très important à l'échelle nationale, et ils ont été à l'initiative de la création de Secundo, qui est du coup une fédération des acteurs de la dépose curage en insertion et travail adapté. Entre autres, en Bretagne, c'est Retriloc qui est un des adhérents de cette fédération, et du coup Valobat aura financé un guide dont il y a quelques illustrations qu'on présente qui est disponible, et c'est un des que moi je qualifie dans les top 3 des guides de référence pour y voir plus clair sur le réemploi. Il en fait partie.
Et pour info, la présentation sera disponible ainsi que l'enregistrement, et il y a la liste des ressources justement des différents guides et le guide aussi auquel je ferai une référence sur du SPREC sur le diagnostic EMD sont en fin de présentation. Du coup, j'en ai parlé avec la nécessité d'avoir aujourd'hui une assistance à maîtrise d'ouvrage, voire aussi une assistance à maîtrise d'œuvre pour accompagner la conception et les bureaux d'études sur l'intégration du réemploi. Et en fait, il y a aussi tout un écosystème. Et du coup, ce schéma-là, il permet un peu de synthétiser c'est quoi cet écosystème dont on a besoin. Donc, il y a d'abord les sources de matériaux. Le bâtiment, est-ce qu'il est pourvoyeur de matériaux qui ont un intérêt? Est-ce qu'il y a des chantiers avec lesquels on peut avoir des liens? Est-ce qu'en interne, on n'a pas aussi déjà de la ressource, par exemple des grosses maîtrises d'ouvrage, qui ont en fait finalement, d'un chantier à l'autre, il y a toujours des restes, il y a toujours des choses qui sont stockées, et du coup de mettre en circulation ça. Également, les acteurs du réemploi. Qui sont-ils sur le territoire? Est-ce qu'ils peuvent répondre à nos besoins? Donc de les identifier, les caractériser, parce qu'on a vraiment différentes typologies d'acteurs aujourd'hui qui ne répondent pas exactement aux mêmes choses. Et donc à la fois dans les acteurs qui sont fournisseurs, mais aussi accompagnateurs, etc. Et puis les politiques et dynamiques locales. Est-ce qu'il y a une charte locale incluant le réemploi? Il en a été fait référence dans le cas de Toulouse. Plaine Commune a été le premier territoire à en faire une. En tout cas, il y a vraiment, on voit que ça permet d'emmener aussi, pas que la collectivité, mais aussi les promoteurs privés dans l'affaire et aménageurs. Quel dispositif de subvention il existe, qui sont des leviers. Aujourd'hui, les éco-organismes aussi financent ou viennent cofinancer certaines opérations. Et puis la nécessité de formation. Alors je ne dis pas parce que je suis formateur sur le sujet, mais aujourd'hui à chaque rendez-vous sur le réemploi, on parle du sujet de la montée en compétences. C'est pas vain, c'est bien, parce que est-ce qu'on sait faire, est-ce qu'on sait pas faire? C'est pas seulement une histoire de motivation, c'est aussi une histoire de compétences. Et donc de comment on accompagne justement cette montée en compétences. Et puis, juste une petite liste d'exemples de critères qui peuvent être mis dans des marchés, permettent justement un peu d'affiner, de sélectionner des candidats plus pertinents. Parce que des fois, il y a, à la réponse à la candidature, on peut croire que l'entreprise est motivée, et au final, dans la réalisation des travaux, pas trop, ou elle ne joue pas de jeu. Donc voilà, comment essayer de créer un premier filtre. La question de se dire, ok, on peut fixer des objectifs réemploi, mais comment on l'inscrit concrètement dans les marchés? Mais en fait, d'abord, il y a plusieurs stratégies. En tout cas, on ne peut pas se permettre de faire du copier-coller en termes de clauses sur le réemploi. Il y a des bonnes pratiques, il y a des exemples de clauses qui existent, mais il faut vraiment qu'elles soient adaptées au projet, à l'intention et aux ambitions, et aussi à la capacité du territoire à répondre aussi à ce projet-là. D'où le schéma qu'il y avait juste avant. Là, c'est également un extrait du guide édité par Secondo, où là, ça nous montre 4 stratégies différentes de fabrication des marchés. Et ce qui est intéressant, si on voit juste en dessous des exemples, des opérations sous seuil. Rennes Métropole l'utilise assez régulièrement sur des petites opérations. On l'oublie souvent, mais on a aussi cette capacité-là pour aussi faciliter les acteurs locaux, la réponse aussi avec une intervention plus rapide. Voilà, c'est un levier qui est vraiment très pertinent quand on est sous les seuils. Et là, on voit que ICAD et LPI, qui veut dire la Poste Immobilier, ont 2 stratégies différentes en termes de marché. Moi, je ne donnerai pas un avis sur quelle est la stratégie la plus pertinente, c'est un choix politique. Mais on voit qu'elles n'ont pas forcément les mêmes envies. En tout cas, moi, en échangeant avec des maîtrises d'ouvrage, en effet, qui font du réemploi, elles choisissent un peu la stratégie dans ce qui leur parle, et c'est derrière une stratégie politique, mais qui est aussi due au retour d'expérience de ce qui a marché ou pas marché. Est-ce que, par exemple, le fait d'intégrer dans le lot des constructions démolition le curage sélectif, est-ce qu'on peut faire totalement confiance aux démolisseurs de savoir le faire? Est-ce qu'on lui impose d'avoir une sous-traitance d'un acteur spécialisé? Voilà, c'est des idées, en tout cas un débat et des choix à faire, ou est-ce qu'on cherche à vraiment un marché global et on laisse le prestataire tout gérer? Voilà, il y a différentes possibilités, et le schéma il vient synthétiser un peu les avantages et inconvénients. On en vient à un petit retour d'expérience. Donc nous, sur Rennes Métropole, depuis 1 an maintenant, on a un accord cadre AMO Réemploi. L'idée derrière ça, c'était d'avoir une stratégie commune applicable aux différents services qui gèrent des chantiers. Donc
d'avoir aussi un suivi global des projets, avoir le même accompagnement, un peu la même structure qui nous accompagne, pas toujours de la même manière, mais du coup aussi de pouvoir venir tester, on en parlait, différentes modalités de marché, et de faire monter en compétence l'ensemble des services. Donc cet accord cadre, il se décompose avec 2 volets, un volet d'accompagnement à l'échelle des projets, avec 6 types de missions que je vais détailler ensuite, et un accompagnement plus global de la collectivité, qui se fait à travers un suivi des filières. Donc cet accord cadre, c'est le Murmure Réemploi qui travaille avec nous a produit une vingtaine de fiches filières de matériaux. Donc on a discuté avec les collègues sur quels matériaux eux ils rencontraient de manière régulière, et donc ils sont venus produire des fiches sur comment déposer, comment les stocker, les conditionner, vers qui on peut les renvoyer si on veut faire du réemploi ex situ pour alimenter les filières, et à contrario, vers qui se fournir sur ces typologies de matériaux. Et on a un accompagnement aussi de notre régie interne. Donc on a une régie de 130 personnes qui gèrent la maintenance et les petits travaux de nos bâtiments, qui font déjà plein de réemplois depuis très longtemps. Mais l'idée là, c'est comment on intensifie ce réemploi, et puis comment on utilise aussi les infrastructures à disposition qui récupèrent, qui puissent venir alimenter d'autres chantiers de la collectivité, des chantiers un peu plus importants. Donc sur le marché, il a été construit pour être en mesure d'accompagner tout type de projet, de la déconstruction, de la construction neuve ou de la rénovation. Et donc pour ça, on a 6 missions. Ça va être l'analyse d'opportunité. L'analyse d'opportunité, c'est quand le diagnostic PEMD n'est pas obligatoire. Donc on est sous le seuil des 1000 m², mais qu'on ne sait pas trop justement est-ce que ça vaut le coup de le lancer ou pas. Donc là, on vient faire une petite analyse, une petite visite du site si c'est sur de la déconstruction, de la rénovation, et on voit si on lance vraiment un diagnostic exhaustif, ou si juste une approche ressource sur le bâtiment suffit. Le diagnostic PEMD, donc réglementaire, dans tous nos diagnostics PEMD, on inclut vraiment ce volet ressources, c'est le socle. Ensuite, un AMO plutôt sur le volet déconstruction, donc venir nous aider à rédiger des pièces de marché, comme on l'a vu tout à l'heure, sur quelle stratégie pour avoir un marché de déconstruction. Et aussi, du coup, l'AMO est là aussi pour aider à analyser les réponses aux entreprises. Ce que tu disais tout à l'heure sur est-ce qu'ils ont de l'expérience, comment on arrive à avoir des critères aussi sur la notation, quelle stratégie de notation on met en place pour favoriser le réemploi. Le pendant de la déconstruction, du coup, c'est plutôt le volet intégration, donc comment on vient se fournir en matériaux de réemploi. Et puis ensuite, une partie suivi de chantier qui est importante, puisque c'est là aussi où l'AMO permet d'aller sensibiliser les entreprises sur les réunions de chantier, s'assurer que voilà, tout ce qu'on a bien pensé à la phase projet devienne réellement effectif. Et souvent là on voit que c'est souvent là aussi où il y a des couacs, donc on arrive, comme on n'a que 1 an là, on arrive à ces phases travaux, on a encore peu de retour d'expérience là-dessus, mais on commence à percevoir que la difficulté entre la réponse et le rendre effectif sur les chantiers. Et donc un petit retour d'expérience donc sur 2 typologies de chantiers assez différentes. Donc, sur les petits chantiers, ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'on a des petits projets avec des petites surfaces qui sont un peu similaires, c'est de mutualiser l'AMO et d'avoir un AMO qui nous suit sur plusieurs chantiers. Nous, c'est ce qu'on a fait. On avait deux locaux de réemploi en déchetterie qui étaient un peu similaires, même typologie de projet. Et du coup, l'AMO est arrivé donc, un peu sur le tard. On était déjà en phase esquisse, donc il y avait déjà pas mal de choses qui étaient mises en place. Donc, on a aussi adapté forcément les objectifs à la phase projet où on était. Mais donc on a pu, le Murmure nous a accompagné surtout l'équipe de maîtrise d'œuvre sur la rédaction des DCE, le choix aussi des matériaux qui a été co-construit en tout cas avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, et puis quelle stratégie aussi de consultation on met en place et quelle stratégie aussi d'objectif. Donc là, on a ciblé quelques matériaux, on a demandé 100% de réemploi, mais c'était très ciblé.
On avait 5-6 types de matériaux, avec une partie des matériaux qui justement venaient de notre régie en interne. Donc là, on a pour une partie des matériaux, on avait ce qu'il fallait, on en demandait juste la pose aux entreprises, sans fourniture. Avec une étape de reconditionnement, donc il y avait aussi tout un travail de description de process, qu'est-ce qu'on demande à l'entreprise en plus de la pose, du nettoyage. Donc voilà, ce petit projet en ordre de grandeur, donc j'ai mis, on est à 6 800 € de coût d'AMO sur un projet un peu plus de 500 000 €. Et donc sinon on a un gros projet qui est en cours là, c'est la réhabilitation d'un groupe scolaire. On est encore en phase d'étude, mais donc là ça a commencé par un diagnostic EMD. 2000 m², il y a aussi pas mal d'équipements parce qu'il y a un espace restauration aussi dans le groupe scolaire, donc pas seulement des matériaux mais aussi des équipements à gérer et des filières à trouver pour ce qui ne va pas être gardé sur site, leur trouver une seconde vie. C'est intéressant parce qu'on a découvert qu'il y avait des filières qui se structuraient, notamment sur les cantines professionnelles, il y a des acteurs qui se mettent à faire du reconditionnement, etc. Donc c'est voilà, des choses un peu insoupçonnées aussi, qu'on n'avait pas en tout cas sous le radar et qui se structurent. Il y a des acteurs spécialisés, notamment dans le coin. Il y a ID Réemploi aussi qui est spécialisé dans les équipements techniques et industriels, ou Blue Market. Donc voilà, c'est aussi des choses qu'on retrouve dans nos bâtiments. Et donc là, on est sur une maîtrise d'œuvre interne par contre. Donc le choix du coup a été, on n'est pas vraiment sur une assistance à maîtrise d'ouvrage, on est vraiment dans l'équipe de Murmure vient accompagner nos ingénieurs et nos architectes en interne sur pareil, l'élaboration d'une stratégie, rédaction des marchés de travaux. Et puis après, tout ce qui va suivre avec le suivi de chantier, sachant qu'on est en plus en chantier en site occupé, donc il y a des grosses questions logistiques et avec peu d'espace parce qu'on est en plein centre-ville. Donc un chantier assez contraint, mais où en tout cas on arrive à... On l'a dit tout à l'heure en intro, c'est changer aussi les modes de faire, mais du coup cet accompagnement, en tout cas nous on estime vraiment qu'il est nécessaire au début pour se lancer parce que les collègues en tout cas ont plein de questions, ont envie de faire, mais on pas encore toutes les compétences en interne pour le faire. Excusez-moi, une petite question. Oui. Le coût AMO, c'est un AMO réemploi uniquement, on est d'accord? Oui, là c'est un AMO, c'est vraiment dans le cadre de notre accord cadre. Ouais. Et du coup, l'enjeu, il est derrière aussi, en fin d'opération, de réaliser un bilan. Un bilan qui va nous permettre de comptabiliser qu'est-ce qui a été fait, combien de matériaux ont réussi à partir vers les filières de réemploi, combien de matériaux on a réussi à intégrer dans le projet, quelle économie financière aussi on a réalisé. On le voit, on l'a vu avec l'exemple de Toulouse aussi tout à l'heure, l'importance, en tout cas, le fait d'avoir établi le bilan, ce que ça permet de raconter comme histoire et de démontrer les avantages du réemploi sur l'opération. Et pour ça, en tout cas, là, l'illustration, c'est un exemple de Murmure sur un de ses projets. En tout cas, Murmure intègre à chaque fois une communication sur le bilan, mais ça permet aussi de mettre en valeur qui a été impliqué dans ce projet-là, qui a permis de fournir les matériaux et du coup de raconter une histoire. Donc ça permet aussi de venir mettre un peu d'humain dans les projets. Et puis c'est aussi pour pouvoir capitaliser pour la suite aussi. Comment en fait sur le prochain projet, qu'est-ce qui a marché dans le précédent, qu'est-ce qui n'a aussi pas marché et comment on adapte aussi le projet en fonction de ça. Aujourd'hui, il y a pas mal de retours d'expérience qui existent, qui sont là pour nous nourrir, et la filière, elle a encore besoin de ces retours d'expérience. Entre autres, par exemple, sur le sujet assurantiel, en tout cas, qu'est-ce qui permet aujourd'hui des garanties sur des matériaux de réemploi? C'est les retours d'expérience. Aujourd'hui, il y a une seule règle professionnelle qui existe sur le réemploi, c'est la charpente métallique. Il y a 10 produits qui ont des guides méthodologiques, qui ne sont pas passés par la C2P comme le schéma qu'on voyait plus tôt. Comment ces guides méthodologiques ont pu être faits? C'est grâce à l'implication de personnes qui ont fourni des retours d'expérience de comment des matériaux ont pu être requalifiés. Sur du coup un sujet qui est quand même très sensible, très technique, mais on a besoin de ça. Et quelques tips en plus,
aussi qui permettent de facilement se lancer dans le réemploi, en particulier dans les territoires où le réemploi est un peu naissant, ou en tout cas soit il est naissant, soit en fait il y a aussi une problématique de stockage et un enjeu d'aller chercher à faire circuler les matériaux le plus vite possible. C'est la vente sur chantier. Qui en tout cas les premiers résultats montrent que ça marche très très bien, et Fabien, tu pourras en témoigner tout à l'heure de vos expériences à la réserve des matériaux à Brest. Je crois que c'est souvent en 1h30, 2 heures que tout part, hein, c'est ça. Là il y a 2 semaines, c'est à Saint-Nazaire-Aiglo, ils faisaient leur première opération, ils étaient complètement dépassés par l'engouement, et ils ont dit mais en fait faut qu'on le refasse à chaque fois, ça, parce que typiquement en local ils n'ont pas d'acteurs, ils ont l'ambition d'en avoir, mais pour l'instant ils n'en ont pas, donc c'est un très très bon levier pour lancer. Et aussi un axe de communication, parce que ça soit dans les petites communes comme dans des grandes, les gens sont hyper contents de repartir avec un matériau en fait, qui a une histoire. Ils ont vu le bâtiment, ils l'ont connu, et de repartir avec et de raconter cette histoire par la suite. Et puis l'autre petit tips, c'est bon, Anne-Laure de Brudet a divulgaché mon tips tout à l'heure, c'est la clause formation dans les marchés, c'est ma marotte. Mais en gros, nous on a fait une étude nationale sur les besoins en compétences au réemploi des matériaux. On a observé qu'est-ce qui marchait dans d'autres secteurs, qu'est-ce qui a pu être pertinent et qui a pu permis de déclencher vraiment opérationnellement des choses. Aujourd'hui, c'est pas juste la volonté, c'est pas juste des marchés bien écrits, c'est un accompagnement aussi de l'ensemble des parties prenantes du chantier par la formation tout au long du chantier. Donc la clause formation, elle permet de garantir en fait sur les entreprises qui ne savent pas encore faire, qui n'ont pas encore expérimenté, de les accompagner là-dessus, sans surcoût supplémentaire, parce que les formations sont prises en charge par les OPCO sur les projets. Et en élément de synthèse, on ne va pas reparcourir, mais du coup on reprend toujours ce même guide, mais qui propose un peu en fonction des phases de chantier quelles actions sont à mener. Et donc voilà, on laisse, il nous reste un quart d'heure de toute façon, on est pile dans les temps. On passe aux questions, c'était ça? Ouais. Voilà, si vous avez des questions, des réactions, c'est bon. Le projet sur l'école, c'est quelle école? Vous avez cité... Le groupe scolaire Colombier. De Colombier. Ok, d'accord. Et c'est à quel stade là? On doit être en phase AVP de mémoire. Et c'est pour phase chantier à partir de l'été 2027, je crois. Si je dis pas de bêtises. Il y avait une main qui s'était levée. Oui, besoin de formation, c'est sur la déconstruction plutôt, ou c'est sur savoir un peu des matériaux? C'est vraiment toutes les parties prenantes du chantier. Autant la maîtrise d'ouvrage, parce que dans des maîtrises d'ouvrage, on va avoir des personnes convaincues, mais derrière, par exemple, souvent, dans les services marchés, les personnes, elles ne connaissent pas du tout le réemploi, elles ne comprennent pas pourquoi on leur demande de changer les manières de faire. En fait, il faut aussi les former. C'est aussi dans la maîtrise d'œuvre, parce que voilà, le sujet réemploi est encore nouveau. Ça commence à arriver dans les écoles d'architecture, le sujet du réemploi, qui est venu avant tout par les étudiants et étudiantes dans leur projet de fin d'études. Mais aujourd'hui, il y a des cours, mais c'est vraiment il y a quelques années. Et puis les entreprises de déconstruction, parce que les démolisseurs, leur métier, c'était pas de faire la dépose préservante, c'était que ça parte le plus vite possible. Et puis aussi les entreprises du bâtiment, sur comment se fournir quand il y a une clause de fourniture en matériaux de réemploi, comment elles peuvent se fournir, comment adapter un peu les choses, comment aussi changer les pratiques un peu, parce que lorsque, dans des cas où c'est la maîtrise d'ouvrage qui fournit le matériau à remettre en œuvre, l'entreprise n'est plus dans la pose et fourniture, elle réalise que la pose, c'est aussi comment adapter son modèle économique par rapport à ça. Donc c'est vraiment l'ensemble des parties prenantes du chantier. Et le bureau de contrôle aussi, à former. Justement, dans les marchés, quand on met des clauses de formation, ce genre de choses, on accompagne en fait en général ceux qui répondent pour réaliser ces formations. Là, vers qui on peut les diriger pour faire ces formations? Dans les dispositifs qu'on a pu étudier qui existent, c'est que en fait, on s'associe avec un organisme de formation pour créer le parcours de formation qui s'adapte aux besoins et aux projets.
Donc en fait, c'est-à-dire que tout au long du projet, il va y avoir des petites séquences de formation qui vont de 2 heures à une demi-journée. Un peu plus quand c'est sur les parties, par exemple sur les techniques de dépose préservante, là il faut plusieurs jours forcément. Mais du coup d'insérer vraiment dans le calendrier de chantier. Il y a le bailleur social Domo France qui a fait ça, par exemple, donc, qui est à Bordeaux, qui a fait ça et qui a montré de très bons résultats. Et nous on s'inspire beaucoup d'un dispositif qui est dans les Hauts-de-France sur l'étanchéité à l'air. En gros là c'est un dispositif un peu particulier où c'est un conteneur qui est mis sur chantier pour former les compagnons et la maîtrise d'œuvre à c'est quoi l'étanchéité à l'air, comment ça fonctionne et comment on met du scotch pour avoir une bonne étanchéité à l'air. Sujet hyper éminemment encore, énormément d'entreprises qui ne savent pas bien le faire encore et dans les Hauts-de-France ça donne de très très bons résultats. Donc là c'est vraiment sur le chantier et le support de formation. Et à Toulouse, ils ont travaillé avec Valobat de mémoire aussi sur un dispositif de... Ouais, et Cinétique aussi, ils ont développé des chouettes outils de formation aussi. En tout cas, dans le programme Life de Toulouse, il y a vraiment plein d'outils hyper intéressants qui sont mis à disposition, de fiches mémo aussi sur la question de la traçabilité, la question des ventes sur chantier aussi, de la cession, comment en maîtrise d'ouvrage et surtout en maîtrise d'ouvrage public où c'est plus compliqué, comment on cède des matériaux. Et puis aussi sur le sujet assurantiel. Donc il y a vraiment plein de notes hyper bien faites qui sont disponibles et des exemples de clauses aussi qui sont proposés. Sur le volet formation sur chantier aussi, il y avait vraiment la question aussi de comment on fait quand les gens ne parlent pas forcément français. Et du coup développer des outils aussi et des formations régulières aussi. Je sais qu'ils ont un truc de s'assurer que tous les mois, toutes les personnes qui sont sur chantier ont été formées. Donc il y a des répétitions pour s'assurer que toutes les personnes sur chantier ont bien été formées. C'était plus sur le volet déchets aussi, mais et vous aussi vous travaillez avec les éco-organismes sur ce volet-là. Oui, et puis avec Secondo, on a l'ambition aussi de développer des outils là-dessus. De traduction des outils opérationnels sur le chantier, parce que en fait, d'avoir des personnes qui ne maîtrisent pas le français, c'est hyper courant sur les chantiers. Du coup, comment on arrive à ce que ces personnes-là, elles arrivent aussi à s'intégrer dans ces objectifs réemploi. Donc l'idée, c'est qu'en termes de suivi de chantier, de suivi justement de cette formation des personnes sur site, l'AMO Réemploi, dans le cadre de sa mission de conduite d'OP, il a justement cette particularité pour suivre ce point en particulier ou c'est... Ça peut être dans la mission aussi, certains le font, c'est très très rare aujourd'hui, Ouais. où c'est vraiment cantonné à l'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage. Par exemple, ça arrive que des AMO organisent des sessions de formation pour la maîtrise d'ouvrage, dans le cadre de leur offre de service, ou pour la maîtrise d'œuvre, mais c'est assez rare quand même aujourd'hui. Non, mais pour le suivi de la mise en œuvre, justement. Et aujourd'hui, en effet, les AMO, dans leur mission, elles ne s'arrêtent pas juste au conseil, à la programmation par exemple, mais c'est bien aussi de suivre l'ensemble des étapes du chantier, pour aussi d'aller tanner toutes les parties prenantes qui fassent bien remonter les fiches de traçabilité, les données pour pouvoir réaliser le retour d'expérience, et souvent c'est l'AMO qui réalise également le bilan de l'opération. Une mission de l'OPC ou d'un autre intervenant du chantier, quoi. Après, dans le bâtiment, c'est tellement de configurations différentes que toutes les configurations sont possibles. C'est des choix stratégiques et aussi de compétences des entreprises derrière. Ouais, d'accord. Est-ce que vous avez parlé surtout de l'accompagnement pendant le chantier, mais est-ce qu'il y a des problèmes d'exutoire du coup à la fin finalement, est-ce qu'il y a tout ça pour ne pas trouver de réemploi en fait? La stratégie, c'est plutôt, avant même de se dire qu'on va déposer et mettre de l'énergie à déposer, s'assurer que soit on dépose des choses parce qu'on est sûr que c'est des flux ou c'est courant et qu'on va pas avoir de mal à déposer. Et dès que ça va être des éléments plus spécifiques et moins courants, ou si on n'en a pas besoin en interne, on va pas le déposer. D'accord, donc c'est en amont. Et une autre question, c'était comment vous intégrez l'ESS dedans? Est-ce que ça intègre bien ou pas trop? Nous, on en parlait tout à l'heure sur le volet dépose, typiquement sur des petits chantiers, on passe en direct avec les acteurs locaux. Nous, il y a les compagnies bâtisseurs et Emmaüster aussi qui font de la dépose sélective sur le territoire. L'avantage des Emmaüster, typiquement, c'est qu'ils ont aussi une ressourcerie de matériaux, donc ils peuvent déposer et en plus ils trouvent l'exutoire, ils déposent ce qui les intéresse. Et donc nous, on travaille en direct avec ces acteurs-là quand on a des petits projets
voilà. Mais il y a aussi typiquement la SEMBREZ, donc qui est l'entité de la région Bretagne qui gère notamment les lycées. Sur le lycée de Coët-Logon, là ils sont passés par un lot dépose sélective, et où c'est les compagnons bâtisseurs qui ont répondu avec donc une entreprise d'insertion, qui ont répondu avec Murmure. Et donc Murmure gérait plutôt la partie chercher des exutoires pendant que les compagnons bâtisseurs géraient la partie dépose. Donc, pour l'instant, sur le volet de dépose, il y a, assez souvent, de toute façon, à partir du moment où il y a un allotissement en dépose, il va y avoir des acteurs de l'ESS. C'est quand même beaucoup le cas. Même des acteurs comme Tree & Collect sur le volet dépose travaillent avec Emmaüs Terre, nous en local. Donc voilà, les acteurs de l'ESS sont vraiment un peu partout. Et puis même Murmure est aussi acteur de l'ESS, en l'occurrence même sur le volet AMO. Donc, Mais du coup, avec des clauses d'insertion sociale bien déterminées dans leur marché. Et alors pour la SEMBREZ, je pense, je crois même pas qu'il y avait des clauses d'insertion. Pas forcément, c'est juste. Il n'y a pas de clause sociale réellement établie. Ouais, d'accord. Je saurais pas dire avec certitude. Mais si c'est pas cadré par une clause, il n'y a pas forcément que des entreprises de l'ESS qui peuvent... Là, en l'occurrence, sur le marché, il y a eu 3 réponses. Ouais. Un des constructeurs qui essaie de se mettre au réemploi, mais qui du coup était très cher comparé aux autres. Et Tree & Collect et Emmaüs, et ce groupement des compagnons bâtisseurs qui a été attribué le marché. D'autres questions? Ouais, j'ai une question sur est-ce qu'on a une idée du coût d'une enveloppe globale sur l'échelle du bâtiment de l'ensemble de ces missions qui sont rajoutées soit dans les équipes de maîtrise d'œuvre, soit de l'ajout d'AMO pour les maîtrises d'ouvrage. Quelle est la part justement autour du réemploi? On a aujourd'hui une diversité, il faut rajouter le réemploi, il y a la réglementation thermique, il y a de la réglementation diverses et variées, et on en a un bon paquet aujourd'hui. Combien ça coûte en plus aux maîtrises d'ouvrage? Et si ça ne coûte pas en plus aux maîtrises d'ouvrage, du coup, quelle est la répartition dans les équipes de maîtrise d'œuvre pour savoir qui prend en charge tout ça? Désolé, ça me calme, mais c'est... Non, mais difficile, mais il y a des bouts de réponse quand même. Ouais, nous on a encore peu de retour d'expérience et de recul là-dessus. On a fait l'exercice, c'est sur un volet aménagement, donc espace public en tout cas. Mais on avait un BE, un AMO bas carbone global en tout cas dans le cadre des espaces publics d'une ZAC. Et on a fait le calcul justement de si on n'avait pas mis en place des critères d'économie circulaire et ce qu'on a mis en place, qu'est-ce que ça implique. En l'occurrence, ça nous a fait gagner des sous parce que on a réussi à avoir une économie circulaire très locale aussi qui nous a évité pas mal de flux d'évacuation de terre typiquement ou qui ont été gérés de manière très locale. Et sur l'économie du projet, on était sur un budget à quasiment 2 millions d'euros, donc l'enveloppe AMO, et on économisait 600 000 euros de mémoire grâce à ces critères environnementaux. Donc l'AMO à 20-30 000 euros là-dedans, il était largement rentable. C'était un volet espace public peut-être un peu différent, mais on commence à avoir ces études-là, mais on a encore peu de recul. Ça nécessite d'avoir du coup une mission complémentaire. Enfin, il faut comparer à si on ne l'avait pas fait. C'est ça toute la difficulté. Du coup, on se retrouve à avoir une mission complémentaire pour faire un scénario où si on ne l'avait pas fait, comparé à ce qu'on a fait. Problème du coût global d'un bâtiment, mais en l'occurrence, comment on arrive à faire comprendre à une maîtrise d'ouvrage de potentiellement mettre 20-50 000 euros en plus sur une étude, sur quelque chose comme ça. Soit elle l'accepte, soit par contre elle a la démarche inverse de dire non, moi je veux ça, mais par contre il faut que ça soit intégré à l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc du coup, potentiellement, c'est l'équipe de maîtrise d'œuvre qui va devoir rajouter un énième bureau à son équipe, du bureau d'études, et du coup compresse le prix et les missions de chacun, ou le prix en l'occurrence. Et du coup, à la fin, oui, on a beau avoir envie de se former, avoir envie de rajouter ça, de rajouter des biosourcés, du réemploi et ce genre de choses, mais aujourd'hui, la mise en œuvre devient compliquée parce qu'on n'a pas les moyens de le faire finalement. Donc, j'apprécie la démarche de communication du projet pour justement donner envie aux maîtrises d'ouvrage de le faire, mais c'est vrai qu'il
Il faut nous donner les moyens de pouvoir le faire. En tout cas, de dire que nécessairement c'est faire des économies d'intégrer du réemploi sur le projet, ça serait mentir. Ouais. À chaque fois, c'est vraiment sur chaque opération, on a des exemples différents. Les 45 000 euros qui ont été présentés à Toulouse sur le projet de l'école, ça peut envoyer des paillettes. Sur ce projet-là, sur un autre, c'est pas forcément le cas. Une des choses qui vient changer, c'est que il y a la question autour de la dépose. Souvent on dit il y a un surcoût sur la dépose. En fait, la dépose préservante, selon certains matériaux, ça ne prend pas forcément plus de temps. Parce que l'évacuation, elle peut prendre du temps, etc. Enfin, quand on démolit des choses, l'évacuation, en fait, c'est pas rien à prendre en charge. Donc, ça dépend de quoi on parle. Sur les fournitures de matériaux de réemploi, l'exemple là de l'étude économique, comme ça a été rappelé, ça date de 2023, on est déjà en 2025, les données économiques elles ont déjà changé. Parce qu'il y a des nouvelles filières, les filières déjà existantes elles ont amélioré leur process, donc on a déjà aussi des capacités à répondre un peu plus simplement à l'offre de service, en tout cas aux besoins d'intégrer des matériaux de réemploi. Et aujourd'hui en fait ce qui provoque aussi le surcoût, c'est la nouveauté. Il y a une courbe qui a un nom scientifique que j'ai oublié, mais qui est en gros qui dessine ça. En gros, c'est que quand c'est la première fois, ça nous coûte cher parce qu'on passe beaucoup de temps à le faire. Après, en fait, on analyse au coût parce qu'on sait le faire. Et pour avoir, je me rappelle d'avoir été une table ronde avec une entreprise charpente de l'Atlantique, une grosse entreprise de charpente en Loire-Atlantique, qui disait ah non mais là, on a répondu à un marché. C'était hyper compliqué. Enfin, ils nous racontent tout ce qui a été compliqué pour eux. Et moi, je leur pose la question. Et la prochaine fois, oh bah, pas de problème. Et en fait, que ça soit pour la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou l'entreprise de travaux, c'est exactement le même processus. Donc souvent ça coûte plus cher dans la première fois, mais après on stabilise. Et l'autre chose, c'est aussi qu'il n'y a pas 36 000 solutions pour décarboner le bâtiment. Le secteur du bâtiment il est tellement impactant sur le changement climatique qu'il n'y a pas 36 000 solutions pour le faire. C'est les matériaux bio et géosourcés et le réemploi des matériaux. Et du coup, c'est aussi un moyen de parvenir et du coup aussi de respecter les obligations inscrites aujourd'hui et les obligations qui arrivent là déjà prévues pour 2030, entre autres pour les pouvoirs publics, d'intégration de matériaux biosourcés, de réemploi à l'échelle de 2030. Donc c'est aussi comment on arrive à gérer la contrainte. Et puis dans les bilans économiques, la question argent, elle n'est pas toujours présente. Ou elle n'est pas toujours présente, pardon. C'est pas la seule chose qui va déterminer les choix. Il y a aussi l'économie carbone. Et je prends un exemple parce que moi j'étais hyper surpris quand on me l'a appris. C'est il y a quelques années, je rencontre une entreprise qui fait la déconstruction pour les Club Med dans les Alpes. Tous les ans, ils rénovent un Club Med. Et là, pour la première année, le Club Med leur a demandé de faire une dépose d'une partie des matériaux qui étaient déconstruits. Et du coup, la personne de l'entreprise de déconstruction me dit en fait, c'est pas une initiative qui vient du Club Med de faire ça. C'était pas sa volonté en fait de faire du réemploi. C'est la banque qui octroie le prêt au Club Med pour financer le chantier, qui dans sa politique RSE et de décarbonation impose du coup à ses clients de mettre en place des process de décarbonation. Donc en fait, les motivations, elles arrivent vraiment de différents endroits. Si je peux me permettre de réagir par rapport à ce que vous disiez, aujourd'hui je pense qu'on est quand même dans un enjeu de formation et de connaissance au travers du réemploi. Et attribuer ces missions directement au marché de maîtrise d'œuvre, ça sous-entend en fait que le maître d'ouvrage il est en capacité de produire un programme qui reprenne l'ensemble des thématiques et l'ensemble des sujets qui sont susceptibles d'apparaître en lien avec le réemploi sur toute la phase du projet. Et je ne suis pas certaine que toutes les maîtrises d'ouvrage sont en compétence de le faire aujourd'hui. Donc ça c'est peut-être un axe aussi de se dire que on peut avoir toutes les bonnes volontés du monde, mais il y a souvent besoin de compétences très en amont pour formaliser les choses, les mettre à plat et avoir une maîtrise d'œuvre qui réponde réellement à notre besoin, quoi. Donc, mais c'est vrai que l'axe économique il est prépondérant. C'est souvent le cas, même en programmation classique. Hein. Si prendre un AMO, les prix sont tirés vers le bas parce que on a une enveloppe de travaux et puis se faire accompagner c'est bien beau, mais c'est des sous en plus, quoi. Donc je pense que c'est après ça se situe là, quoi. Tout le monde tire vers le bas. Oui. Voilà, est-ce que chacun rajoute une casquette dans ses compétences? Donc moi en tant qu'architecte, je vais me former et je vais devenir spécialiste du réemploi
potentiellement, ou alors est-ce qu'on va rajouter quelqu'un, mais potentiellement, moi, ça veut dire que dans ma mission de base, Ouais. je vais vendre le même prix qu'avant, voire moins cher, parce qu'on est tous en train de tirer le prix vers le bas, je dois rajouter cette casquette-là. Potentiellement, ou alors l'inverse, c'est de dire on va prendre quelqu'un d'autre en plus, qu'on va rajouter, donc du coup là la maîtrise d'ouvrage va payer en plus, ou alors on va compresser le prix ou le coût des études globales. Alors qu'on fasse des économies à la fin ou pas, tant pis, tant mieux, il y a aussi une démarche globale de l'avenir de la planète qui coûte, qui est encore plus économique et plus intéressante. Mais aujourd'hui, il faut que chaque structure puisse continuer à vivre. Et aujourd'hui, en se rajoutant des casquettes, malheureusement, si on ne les paye pas ou si on a du mal à se payer pour toutes ces nouvelles casquettes, ça va devenir compliqué pour tous les acteurs du bâtiment, quoi. Mais en tout cas, dans le guide là, qui a été fait en partenariat avec ICAD et la Postimo, c'est quand même de la promotion privée, ICAD et la Postimo. Et pour en avoir échangé il y a quelques années avec ICAD, c'est aussi une stratégie de dire, eux ils parlent de gamification du réemploi. C'est-à-dire de dire, nous le réemploi, on ne va pas tout faire sur tout. C'est certaines gammes de matériaux, c'est à certains endroits, et pour rentrer dans leur logique de rentabilité économique. Hein. Mais c'est pas fait, enfin, en tout cas, il y a des opérations avec des très fortes ambitions de réemploi, c'est très intéressant. Ça risque d'épuiser les personnes, mais l'enjeu c'est aussi de dire les piano, dans la capacité qu'ont les filières aujourd'hui à répondre aux besoins. Mais ça va devenir une norme malgré tout, sur n'importe quel chantier, on va avoir envie de rajouter du réemploi, et à juste titre, la majeure partie du bâtiment de demain sera sur de l'existant et est sur de l'existant. Le réemploi va devenir une norme au même titre que n'importe quelle autre norme. Par contre, oui, ça, je suis d'accord, ça demande de la formation, ça demande de l'expertise, ça demande un savoir-faire et des compétences. Comment on valorise et comment, à la fin, on paye ces compétences-là aussi, quoi. C'est un peu... Ouais, mais dans le cadre du programme LIFE à Toulouse, ils vont sortir un bilan, enfin une étude, là, il y a déjà eu un peu des présentations, mais le rapport n'est pas encore sorti, justement, aussi dans ces équilibres économiques de motivation de la maîtrise d'ouvrage, parce que sur certaines opérations, lorsque la maîtrise d'ouvrage possède, elle part pas du bâtiment neuf, mais d'un bâtiment existant, en fait, elle est propriétaire d'une ressource. Cette ressource, elle a une valeur environnementale, mais elle a aussi une valeur économique. Et cette valeur économique, elle est possible aussi à la valoriser lorsque les matériaux sont revendus à d'autres acteurs. Et du coup, ça arrive que, moi je ne suis pas hyper toujours favorable à ça, mais ça permet des fois d'équilibrer les opérations, justement de dire en fait la vente de matériaux, la vente sur chantier ou la vente à d'autres opérateurs permet aussi d'équilibrer ou de venir financer une partie ou toute la partie de mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, par exemple. Pourquoi vous n'êtes pas très favorable à ça ? C'est que les modèles économiques des acteurs du réemploi qui sont les exutoires, les repreneurs de matériaux ou revendeurs, ils sont très variables. Et aujourd'hui, la rentabilité économique d'une activité de revente de matériaux, elle est très fragile. Que ça soit pour les acteurs de SS ou non, start-up, capitalistes, etc. Parce que la demande en matière de réemploi aujourd'hui est insuffisante pour pouvoir venir amortir les coûts d'investissement d'une infrastructure de revente de matériaux. C'est vrai qu'aujourd'hui on a des acteurs qui le font, et certains sur des modèles start-up qui le font aujourd'hui à perte, donc qui arrivent quand même à offrir une offre de service, mais aussi tous les autres acteurs qui aujourd'hui sont prêts à lancer une offre, mais ils attendent qu'il y ait plus de demandes, que aussi les variabilités du prix du neuf aussi viennent jouer. En tout cas, il y a des matériaux qui étaient moins chers en neuf il y a quelques années qui sont plus chers aujourd'hui. Les matériaux de réemploi, certains, ils sont à Izuku il y a quelques années aujourd'hui. Voilà, donc ces tendances-là, c'est aussi ce qui permet à développer l'offre. En tout cas, moi je considère que le principal frein au réemploi aujourd'hui, au-delà de la question de la formation, mais le principal frein, c'est le manque de commandes de matériaux de réemploi, de conception avec des matériaux de réemploi. C'est vraiment c'est ça qui bloque aujourd'hui la filière. Je vais un petit peu réagir à un petit peu ce que j'ai entendu. Il y a plusieurs manières d'accéder en fait à une opération de réemploi. Je vais donner l'exemple de ce que l'Union sociale pour l'habitat a lancé avec une start-up qui s'appelle Upcyclea, sur une plateforme qui s'appelle Piré, je ne sais pas si certaines connaissent, la plateforme interbailleur du réemploi, en se disant
Il y a une inquiétude des services juridiques et des assurances pour savoir déjà, est-ce que je peux récupérer moi-même mon propre matériau quand je conserve mon patrimoine et le transférer d'un bâtiment à un autre. Déjà rien que ça, les services juridiques et les assurances, c'est la panique totale. On a tenté depuis 1 an et demi de se faire assurer pour activité de réemploi. Alors peut-être que la terminologie n'a pas été bonne, on s'est fait envoyer paître par c'est notre courtier qui nous a annoncé que ça ne fonctionnait pas. Et il y a cette plateforme Pirée en fait, qui avait pour but de créer un choc de la demande. Puisque entre bailleurs, déjà au moins, peut-être qu'il y allait avoir un... Et puis c'était complètement hors sol en fait. Et donc très rapidement sont arrivées les questions des écosystèmes une fois qu'ils sont créés. Donc les PEMD étaient en ligne. Beaucoup de PEMD ont été mis en ligne, avec des salariés qui ont été formés au sein des bailleurs sociaux, pas mal. Et puis, personne n'a osé aller dire « oui, ça m'intéresse ». Donc on en est aussi à ça, enfin, c'est la sensation que j'ai. Alors on a, c'est là, et puis c'est juste là. Et puis les problèmes de logistique ne sont pas réglés. On voit stockage dans la diapo, très intéressant. Ce que vous faites aussi avec des matériaux en régie, c'est peut-être une des solutions de maîtriser son stockage. Alors est-ce que ça peut se mutualiser entre maîtres d'ouvrage? Il y a certainement des choses à explorer, mais malheureusement il est dans un temps long. Et là c'est avec envie politique interne d'y aller. Parfois il n'y en a pas. Alors effectivement il y a la contrainte réglementaire qui va imposer la décarbonation et le réemploi en est un. À côté du sourcé, peut-être qu'ils vont ensemble. Même problème de niveau assurantiel. Et peut-être que des solutions panachées entre du hors-site spécifique, je ne parle pas de hors-site global en 3D, mais des matériaux biosourcés, des matériaux de réemploi, permettent par des process qui sont clairement identifiés de rendre aux assureurs plus compréhensible ce qui se fait. Et je pense qu'il y a un vrai blocage à partir de l'assurance au départ pour nous. Enfin, moi je pense qu'il est beaucoup là. Alors je sais pas, tu avais l'air de dire que ça partait de la conception plus. Ouais, après, du coup, Jérémy travaille pour un bailleur social pour rappel, pour aussi de quel point tu parles, qui justement essaye de faire du réemploi avec le réseau régional des bailleurs. Mais après, tout dépend aussi à chaque fois de où est-ce qu'on se situe sur la filière, où notre poste en tant que professionnel du bâtiment, où est-ce qu'on se situe. On peut aussi avoir des regards différents et c'est tout à fait normal.